Au moment où je suis entrée à l'hôpital, mon fils a ri doucement et mon mari a secoué la tête. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier, même si mes 80 années de vie m'ont appris que la mémoire peut parfois nous jouer des tours. Mais ce rire, ce mépris dans leurs yeux, cette indifférence face à ma souffrance, tout cela reste gravé dans mon esprit comme une brûlure au fer rouge. Je m'appelle Marguerite, et je vais vous raconter comment j'ai découvert que les personnes que j'aimais le plus au monde m'utilisaient depuis des décennies, comment j'ai été aveuglée par mon propre amour, et comment, à mon âge, j'ai dû tout reconstruire après avoir perdu non seulement ma santé, mais aussi mes illusions. Ce jour-là, un mardi glacial de janvier à Paris, je me sentais particulièrement mal. Mes mains tremblaient sans arrêt, ma vision se troublait, et une douleur lancinante me traversait la poitrine comme si quelqu'un enfonçait un couteau lentement, très lentement. J'avais 75 ans à l'époque, et mon corps me rappelait chaque jour que je n'étais plus cette jeune femme dynamique qui avait autrefois tenu une boutique de tissus rue de Rivoli. Philippe, mon mari depuis 53 ans, était assis dans son fauteuil habituel, les yeux rivés sur son téléphone. Notre fils Thomas, 48 ans, était venu nous rendre visite, chose rare ces dernières années, et je m'étais dit que c'était peut-être le signe que notre relation s'améliorait enfin. Quand j'ai porté la main à ma poitrine en gémissant, quand mes jambes ont commencé à flancher, quand j'ai murmuré que je ne me sentais pas bien, que j'avais besoin d'aller à l'hôpital, j'attendais de l'inquiétude, de la compassion, de l'amour. Ce que j'ai reçu à la place a changé ma vie pour toujours. Thomas a levé les yeux de son téléphone et a laissé échapper ce petit rire, pas un rire franc, mais un rire étouffé, presque moqueur, comme si ma douleur était quelque chose de ridicule, une comédie que je jouais pour attirer l'attention. Philippe, lui, a simplement secoué la tête avec cet air exaspéré que je connaissais si bien, celui qu'il arborait quand je dérangeais ses plans ou quand je coûtais trop cher. Mais je suis quand même allée à l'hôpital, seule, en appelant un taxi avec mes mains tremblantes. Le chauffeur, un jeune homme maghrébin dont je ne me souviens même plus du nom, a été plus gentil avec moi en 20 minutes que ma propre famille ne l'avait été en des mois. Il m'a aidé à sortir de la voiture, m'a accompagné jusqu'aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, et a même attendu de savoir si tout allait bien avant de repartir. Un étranger. Un parfait étranger s'est montré plus humain que mon sang, que ma chair. Les médecins m'ont gardé 3 jours. 3 jours pendant lesquels ni Philippe ni Thomas n'ont jugé bon de venir me voir. Ils ont envoyé un message, un seul, le 2e jour, « Comment vas-tu ? On est occupé. » Occupé. Ce mot résonnait dans ma tête comme une sentence. Pendant que j'étais allongée dans ce lit d'hôpital, connectée à des machines, subissant des examens après des examens, découvrant que mon cœur était faible, que mon diabète était mal contrôlé, que mes reins commençaient à montrer des signes de défaillance, eux étaient occupés. Je me demandais à quoi. À quoi pouvaient-ils bien être occupés qui était plus important que leur femme, leur mère, luttant pour sa vie dans un hôpital parisien. C'est une infirmière, Yasmina, une femme douce avec un sourire chaleureux malgré la fatigue visible sur son visage, qui m'a posé la question qui allait tout déclencher. Elle venait de m'apporter mon médicament du soir quand elle m'a vu pleurer silencieusement, les larmes coulant sur mes joues ridées sans que je puisse les arrêter. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, a pris ma main dans la sienne, et m'a demandé doucement, « Madame Marguerite, pourquoi personne n'est venu vous voir ? Vous avez de la famille ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler, ma gorge serrée par l'émotion. « Ils sont occupés », ai-je finalement murmuré, répétant leurs mots comme si cela pouvait les justifier. Yasmina m'a regardé avec une tristesse infinie dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Madame, personne n'est jamais trop occupé pour quelqu'un qu'il aime vraiment. » Ces mots ont planté une graine dans mon esprit, une graine de doute qui allait germer et grandir jusqu'à devenir un arbre gigantesque de vérité. Pendant 53 ans, j'avais été mariée à Philippe. 53 années pendant lesquelles j'avais tout fait pour notre famille, pour notre foyer, pour notre vie commune. J'avais travaillé dans ma boutique pendant 30 ans, rentrant chaque soir fatiguée mais heureuse de ramener de l'argent à la maison. Philippe avait un emploi stable à la poste, mais il avait toujours eu cette manie de dépenser plus que ce que nous gagnions. Les restaurants, les gadgets, les voitures qu'il changeait tous les 3 ans même quand ce n'était pas nécessaire. Et moi, comme une idiote, je compensais toujours, je puisais dans mes économies, je travaillais des heures supplémentaires pour équilibrer nos finances. Quand Thomas est né, j'ai cru que notre vie serait parfaite. Un fils, un héritier, quelqu'un qui porterait notre nom et qui prendrait soin de nous dans nos vieux jours, comme c'était la tradition dans ma famille.
Ma mère avait pris soin de ma grand-mère jusqu'à sa mort à 92 ans, et j'avais fait de même pour ma mère. C'était ainsi que fonctionnaient les choses, c'était le cycle naturel de la vie, ou du moins c'est ce que je croyais. J'ai élevé Thomas avec amour, avec dévouement, sacrifiant mes propres rêves pour qu'il puisse avoir tout ce dont il avait besoin. Les meilleures écoles, les cours particuliers, les vacances, les vêtements de marque qu'il exigeait pour ne pas se sentir différent de ses camarades. Mais quelque chose n'allait pas. Dès son adolescence, j'avais remarqué une distance, une froideur dans ses yeux quand il me regardait. Il était toujours plus proche de Philippe, il partageait cette complicité masculine que je ne pouvais pas comprendre, ces rires complices quand je me plaignais des dépenses ou quand je suggérais de faire des économies. J'avais mis cela sur le compte de la relation père-fils normale, me disant que c'était ainsi, que les garçons étaient plus proches de leur père. Mais au fond de moi, j'avais toujours senti que quelque chose d'autre se tramait, quelque chose que je ne voulais pas voir. À 25 ans, Thomas s'est marié avec une femme que je n'aimais pas particulièrement, Céline, une fille qui venait d'une famille aisée et qui regardait notre appartement modeste du 10e arrondissement avec un dégoût à peine dissimulé. Le mariage a coûté une fortune, évidemment, et c'est moi qui ai payé la plus grande partie. Philippe avait insisté pour que notre fils ait un mariage digne de ce nom, et Thomas avait exigé une réception dans un château en Normandie. 45 000 €. J'avais dépensé 45 000 € de mes économies pour un mariage qui avait duré un week-end. J'avais vidé presque tout ce que j'avais mis de côté pendant des décennies pour ce jour, me disant que c'était un investissement dans le bonheur de mon fils. Le mariage n'a duré que 3 ans. Céline est partie en emportant la moitié de ce que Thomas possédait, et mon fils est revenu vivre chez nous, déprimé, fauché, incapable de prendre soin de lui-même. Et moi, comme toujours, j'ai ouvert mes bras et ma maison. J'ai pris soin de lui, j'ai cuisiné ses plats préférés, j'ai lavé son linge, j'ai écouté ses plaintes sur Céline pendant des heures. J'ai aussi payé ses dettes, car il avait accumulé près de 15 000 € de dettes de carte de crédit pendant son mariage. 15 000 € de plus de mes économies qui s'envolaient. Mais c'était mon fils, ma chair et mon sang, comment aurais-je pu le laisser souffrir? Philippe, pendant tout ce temps, continuait sa vie comme si de rien n'était. Il sortait avec ses amis, prenait des cafés dans les brasseries du quartier, achetait des journaux et des magazines, et semblait parfaitement indifférent au fait que je me tuais à la tâche pour maintenir notre famille à flot. Quand j'ai fermé ma boutique à 65 ans, forcé par l'arthrite qui rendait chaque mouvement douloureux, j'ai cru que nous pourrions enfin profiter de notre retraite ensemble. J'avais mis de côté ce qui restait de mes économies, environ 80 000 €, que je gardais sur un compte d'épargne pour nos vieux jours, pour les urgences, pour les soins médicaux dont nous aurions inévitablement besoin. Mais l'argent a continué à disparaître. Des petites sommes au début, 200 € ici, 500 € là, que Philippe me demandait pour diverses raisons. Un problème avec la voiture, une dette d'un ami qu'il devait régler, un investissement qui allait nous rapporter gros. J'ai toujours dit oui, parce que c'était mon mari, parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais que nous étions une équipe. Thomas aussi me demandait de l'argent régulièrement. Pour démarrer une entreprise qui n'a jamais vu le jour. Pour payer un loyer quand il a finalement quitté notre appartement. Pour acheter une voiture dont il avait absolument besoin pour son travail. Toujours avec cette promesse qu'il me rembourserait, promesse qui ne se matérialisait jamais. Et si vous êtes encore avec moi jusqu'à présent, commentez « Je suis jusqu'à présent » parce que ce que je vais vous raconter maintenant va vous montrer à quel point j'ai été aveugle. Allongé dans ce lit d'hôpital, pendant ces 3 jours de solitude, j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. Combien avais-je donné à Philippe au fil des années? Combien avais-je donné à Thomas? Les chiffres défilaient dans mon esprit comme une machine à additionner folle, et plus je calculais, plus je réalisais l'ampleur de ce que j'avais perdu. Le mariage de Thomas, ses dettes, son loyer pendant des années, les voitures que je lui avais aidé à acheter, les vacances, les cadeaux de Noël somptueux qu'il exigeait même adulte. Et Philippe, avec ses demandes constantes, ses projets qui ne menaient jamais à rien, ses investissements qui étaient en réalité de l'argent jeté par les fenêtres. J'estimais que j'avais donné, au cours de ma vie, plus de 200 000 € à ces 2 hommes. 200 000 € que j'avais gagnés avec mon travail, avec mes mains, avec ma sueur. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris une décision. J'allais vérifier mes comptes bancaires, tous mes comptes, pour voir exactement où j'en étais financièrement. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang.
De mes 80 000 euros d'économie, il ne restait que 12 000 euros. 12 000 euros. En 5 ans, 68 000 euros avaient disparu. Comment était-ce possible? J'ai passé des jours à éplucher mes relevés bancaires, et la vérité est apparue petit à petit, transaction après transaction. Philippe avait accès à mon compte principal, je lui avais donné une procuration des années auparavant pour qu'il puisse m'aider avec les factures si j'étais malade ou absente. Il avait utilisé cette procuration pour faire des retraits réguliers, des virements, des paiements que je n'avais jamais autorisés. Parfois c'était 1 000 euros, parfois 2 000, parfois 500. Toujours des montants assez petits pour ne pas attirer immédiatement mon attention, mais qui, accumulés, représentaient une somme astronomique. J'ai confronté Philippe un soir, les relevés bancaires étalés sur la table de la cuisine de notre appartement. Il était là, assis en face de moi, et pour la première fois en 53 ans de mariage, j'ai vu son vrai visage. Il n'a pas nié. Il n'a pas essayé de s'excuser. Il m'a simplement regardé avec cet air ennuyé, comme si j'étais une enfant qui faisait une crise pour quelque chose d'insignifiant, et il m'a dit « Et alors ? C'est notre argent, non ? Qu'est-ce que ça change ? Notre argent. » Il avait dit notre argent. Mais ce n'était pas notre argent, c'était mon argent, celui que j'avais gagné, celui que j'avais économisé, celui pour lequel je m'étais privé pendant des années, refusant de m'acheter de nouveaux vêtements, mangeant les restes pour ne pas gaspiller, éteignant le chauffage pour économiser quelques euros sur la facture d'électricité. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait dépensé tout cet argent, il est resté silencieux un long moment, puis il a lâché la bombe qui allait détruire ce qui restait de mon cœur déjà brisé. Il avait une autre femme. Pas maintenant, mais il en avait eu une pendant presque 10 ans, une liaison qui avait duré de mes 55 ans à mes 65 ans, juste avant que je ferme ma boutique. Cette femme, Sylvie, était une collègue de la Poste, et Philippe avait dépensé des dizaines de milliers d'euros pour elle. Des restaurants, des hôtels, des bijoux, des week-ends en province. Mon argent. Il avait utilisé mon argent pour entretenir sa maîtresse pendant une décennie. J'étais là, travaillant comme une forcenée dans ma boutique, rentrant fatiguée chaque soir, et lui utilisais mes économies pour offrir des cadeaux à une autre femme. Je me souviens m'être levée de cette table, mes jambes tremblant tellement que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. J'ai demandé à Philippe pourquoi avait-il fait ça, pourquoi était-il resté avec moi s'il aimait quelqu'un d'autre. Sa réponse a été d'une cruauté que je n'aurais jamais imaginé possible de la part de l'homme avec qui j'avais partagé plus de 50 ans de ma vie. Il m'a dit, parce que c'était pratique. Tu gagnais bien ta vie, tu t'occupais de tout à la maison, et tu ne posais pas de questions. Sylvie, elle était pour le plaisir. Toi, tu étais pour la stabilité. J'étais pour la stabilité. 53 ans de mariage, 53 ans d'amour que je croyais réciproque, et j'étais juste pratique, juste stable, juste utile. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que mes yeux soient si gonflés que je pouvais à peine les ouvrir. Et puis, quelque chose s'est brisé en moi, ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, une rage froide et déterminée. J'avais 75 ans, j'étais malade, j'avais perdu presque toutes mes économies, mais je n'allais pas me laisser détruire complètement. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'avais enduré. Le lendemain, j'ai appelé Thomas et je lui ai demandé de venir me voir. Il est venu, de mauvaise grâce, en se plaignant qu'il avait beaucoup de travail. Je lui ai raconté ce que j'avais découvert sur son père, pensant, espérant peut-être, que mon fils me soutiendrait, qu'il serait choqué, qu'il serait de mon côté. Au lieu de cela, Thomas a haussé les épaules et m'a dit quelque chose qui a achevé de détruire l'image que j'avais de lui. Il m'a dit, « Maman, tu exagères. Papa a le droit de vivre sa vie. Et puis, c'est pas comme si tu avais besoin de tout cet argent. Tu as une retraite, tu as un toit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? » J'ai compris à ce moment-là que mon fils n'était pas différent de son père. Il me voyait comme une ressource, comme un distributeur automatique de billets, comme quelqu'un qui existait pour subvenir à leurs besoins mais qui n'avait pas le droit d'avoir ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre dignité. J'ai alors fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. J'ai posé des questions. J'ai demandé à Thomas s'il avait l'intention de me rembourser un jour l'argent que je lui avais prêté au fil des années. Il a ri,
ce même rire que j'avais entendu à l'hôpital, et il m'a dit, « Maman, tu ne m'as pas prêté de l'argent, tu me l'as donné. » C'est ce que font les parents. Et de toute façon, considère ça comme un investissement dans ton fils. Un jour, quand j'aurai réussi, je prendrai soin de toi. Un jour. Toujours un jour. Ce jour mythique qui n'arriverait jamais parce que Thomas, à 48 ans, n'avait toujours pas de carrière stable, changeait de travail tous les ans, et dépensait tout ce qu'il gagnait dans des choses futiles. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental sur la dépendance émotionnelle. Pendant toute ma vie, j'avais cru que l'amour familial était inconditionnel, que le lien entre une mère et son fils, entre une femme et son mari, était sacré et indestructible. J'avais fondé toute mon identité sur ces relations, sur mon rôle de mère et d'épouse. Qui étais-je sans Philippe? Qui étais-je sans Thomas? J'avais tellement peur de cette solitude, tellement peur d'être abandonnée, que j'avais accepté l'inacceptable pendant des décennies. J'avais fermé les yeux sur le manque de respect, sur l'égoïsme, sur la manipulation, parce que admettre ces vérités aurait signifié admettre que ma vie entière était un mensonge. Et la dépendance émotionnelle, je l'ai compris ce jour-là, n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en amour. C'est cette terreur de se retrouver seul qui nous fait accepter des miettes quand nous méritons un festin. C'est cette croyance que nous ne valons rien sans l'autre, que nous ne sommes complètes qu'à travers nos relations, qu'être seul équivaut à être rien. Pendant 53 ans, j'avais été émotionnellement dépendante de Philippe, acceptant ses défauts, ses trahisons, ses mensonges, parce que l'alternative, être une femme divorcée, une femme seule, me semblait pire que tout. Et avec Thomas, c'était encore plus profond. Il était mon fils, mon enfant, et même à 48 ans, je le voyais toujours comme ce petit garçon qui avait besoin de sa maman. J'avais confondu l'amour maternel avec l'abnégation totale, pensant que pour être une bonne mère, je devais tout sacrifier, tout donner, sans jamais rien attendre en retour. Mais là, dans mon salon, face à mon fils qui me regardait comme si j'étais un fardeau, quelque chose a changé. J'ai senti cette dépendance se fissurer, comme un mur qui s'effrite lentement. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la colère envers Thomas, une vraie colère, pas cette irritation passagère que j'avais parfois ressentie, mais une rage profonde contre l'ingratitude, contre l'égoïsme, contre cette attitude de celui qui prend tout pour acquis. J'ai réalisé que j'avais créé un monstre, que mon amour inconditionnel et mes sacrifices constants n'avaient pas fait de Thomas un homme meilleur, mais un homme qui pensait que tout lui était dû. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Je suis retournée voir mon médecin pour un suivi après mon séjour à l'hôpital, et les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mon cœur était vraiment fragile, j'avais développé une insuffisance cardiaque qui nécessitait un traitement à vie et des changements drastiques dans mon mode de vie. Mon diabète était devenu de type 2, nécessitant des injections quotidiennes d'insuline. Mes reins montraient des signes de détérioration progressive. Le médecin, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes rondes et un air sérieux, m'a expliqué que le stress et la détresse émotionnelle avaient probablement aggravé toutes mes conditions. Il m'a demandé si tout allait bien à la maison, et pour la première fois, j'ai dit la vérité. J'ai dit non, tout n'allait pas bien. Et elle m'a recommandé de voir une psychologue, chose que je n'avais jamais envisagée auparavant. Dans ma génération, on ne parlait pas de ces problèmes à des étrangers, on les gardait pour soi, on serrait les dents et on continuait. Mais j'étais désespérée, et j'ai accepté. La psychologue, Madame Laurent, était une femme dans la soixantaine, aux cheveux gris coupés courts et au regard bienveillant. Lors de notre première séance dans son cabinet du 15e arrondissement, j'ai tout déballé. Les 53 ans de mariage, la trahison de Philippe, l'argent disparu, Thomas et son indifférence, mon séjour à l'hôpital, ce rire qui me hantait encore. J'ai pleuré tellement que j'ai utilisé une boîte entière de mouchoirs. Madame Laurent m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai enfin terminé, elle m'a posé une question simple mais dévastatrice. « Marguerite, quand dans votre vie avez-vous fait quelque chose uniquement pour vous, sans penser à Philippe ou à Thomas ?» J'ai réfléchi longtemps, cherchant dans mes souvenirs un seul moment où j'avais été égoïste, où j'avais mis mes propres besoins en premier. Et j'ai réalisé avec horreur que je ne trouvais rien. Même ma boutique, que j'aimais tant, je l'avais ouverte principalement pour rapporter plus d'argent à la maison. Mes rares vacances étaient toujours organisées autour des préférences de Philippe. Mes loisirs étaient inexistants parce que je n'avais jamais le temps, toujours occupée à prendre soin des autres. 80 ans de vie,
Et je ne pouvais pas me souvenir d'une seule chose que j'avais faite uniquement pour mon propre plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cette histoire résonne en vous. Madame Laurent m'a expliqué que ce que je décrivais était un cas classique de dépendance émotionnelle couplée à une absence totale de limites personnelles. Elle m'a dit que pendant toute ma vie, j'avais défini ma valeur à travers ce que je pouvais donner aux autres, et que Philippe et Thomas avaient appris à exploiter cela. Elle a utilisé un terme que je n'oublierai jamais, vampires émotionnels. Elle a dit que certaines personnes sont comme des vampires, elles sucent l'énergie, l'argent, l'amour des autres sans jamais rien donner en retour, et que si on les laisse faire, elles nous vident complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était exactement ce qui m'était arrivé. J'étais vide, complètement vidée, comme une coquille creuse. À eu fil des séances, j'ai commencé à comprendre les mécanismes qui m'avaient piégée dans cette situation. J'avais grandi dans une famille où les femmes étaient élevées pour servir, pour être dévouées, pour ne jamais se plaindre. Ma mère était comme ça, ma grand-mère aussi. Elles avaient sacrifié leur vie pour leur famille, et c'était considéré comme noble, comme vertueux. J'avais simplement suivi ce modèle, pensant que c'était ce qu'une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère devait faire. Mais Madame Laurent m'a fait comprendre que le sacrifice constant n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Elle m'a dit, « Marguerite, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. Et vous vous êtes tellement oublié que vous ne savez même plus qui vous êtes en dehors de ces rôles que vous avez joués toute votre vie. » J'ai commencé un travail difficile et douloureux de reconstruction de moi-même. À 75 ans, alors que la plupart des gens de mon âge profitent de leur retraite avec leurs petits-enfants, je réapprenais à exister en tant que personne indépendante. J'ai commencé par de petites choses. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dont Philippe n'avait pas accès et j'y ai transféré ce qui restait de mes économies. Quand il l'a découvert, il a été furieux, hurlant que je n'avais pas le droit de faire ça, que nous étions mariés et que l'argent devait être partagé. Pour la première fois de ma vie, je lui ai tenu tête. Je lui ai dit que l'argent que j'avais gagné m'appartenait, que j'en avais assez de financer sa vie et ses trahisons, et que s'il n'était pas content, il pouvait partir. Et elle n'est pas partie. C'était ça le plus révélateur. Philippe n'est pas parti parce qu'il avait besoin de moi, pas émotionnellement, mais financièrement et pratiquement. Qui allait cuisiner ses repas? Qui allait faire son linge? Qui allait nettoyer l'appartement? Sa maîtresse Sylvie n'avait pas voulu de lui quand il lui avait proposé de quitter sa femme quelques années auparavant, car elle était mariée elle aussi et n'avait aucune intention de bouleverser sa vie confortable. Philippe était coincé avec moi, non pas par amour, mais par nécessité, et cette réalisation était à la fois libératrice et déchirante. J'ai aussi établi des limites avec Thomas. Quand il a appelé la fois suivante pour me demander de l'argent, j'ai dit non. Simple, direct, non. Il a été choqué, puis en colère, puis il a essayé la culpabilisation. « Maman, je suis ton fils, comment peux-tu me refuser ça? Je suis dans une situation difficile, j'ai des dettes, j'ai besoin de ton aide. » Mais cette fois, j'ai tenu bon. J'ai dit, « Thomas, tu as 48 ans. Tu es un homme adulte. Je t'ai aidé toute ta vie, et maintenant j'ai besoin de cet argent pour mes soins médicaux. Je ne peux plus te donner quoi que ce soit. » Il a raccroché furieusement, et je ne l'ai pas revu pendant 3 mois. Ces 3 mois de silence de la part de Thomas ont été à la fois douloureux et révélateurs. Une partie de moi, cette vieille partie dépendante et effrayée, paniquait à l'idée d'avoir perdu mon fils, de l'avoir poussé loin de moi. Mais une autre partie, cette nouvelle partie qui grandissait lentement, réalisait que si mon fils ne me parlait plus juste parce que j'avais refusé de lui donner de l'argent, alors notre relation n'avait jamais été basée sur l'amour de toute façon. Elle était transactionnelle. J'étais la banque, et quand la banque s'est fermée, le client est parti chercher du financement ailleurs. Pendant ce temps, ma santé continuait à se détériorer malgré les traitements. L'insuffisance cardiaque me fatiguait énormément, je ne pouvais plus monter les 4 étages jusqu'à notre appartement sans m'arrêter plusieurs fois pour reprendre mon souffle. Le diabète causait des picotements constants dans mes pieds et mes mains, et mes reins me faisaient souffrir avec une douleur sourde et persistante dans le bas du dos. Les médicaments que je devais prendre chaque jour coûtaient une fortune, même avec le remboursement de la sécurité sociale. Chaque mois, je dépensais près de 200 € en médicaments, en consultation médicale, en analyse de sang.
Ces 200 € qui auraient autrefois fini dans les poches de Philippe ou de Thomas servaient maintenant à me maintenir en vie. Philippe observait tout cela avec un mélange d'indifférence et d'irritation. Quand je lui demandais de m'accompagner à mes rendez-vous médicaux, il soupirait lourdement et trouvait toujours une excuse. Un match de football à regarder, un ami à rencontrer, une course urgente à faire. Je prenais le métro seul, avec mes jambes qui tremblaient et mon souffle court, m'accrochant aux barres métalliques pour ne pas tomber. Les Parisiens me regardaient parfois avec pitié, ces regards compatissants que l'on jette aux personnes âgées qui luttent, mais personne n'offrait jamais son aide. C'est la ville, froide et pressée, où chacun est trop occupé avec ses propres problèmes pour remarquer vraiment la souffrance des autres. Un jour de mars, alors que je revenais d'une consultation particulièrement épuisante chez mon cardiologue qui m'avait annoncé que mon état s'était encore aggravé et que je devrais peut-être envisager un pacemaker dans les mois à venir, je suis entrée dans l'appartement et j'ai trouvé Philippe au téléphone. Il parlait bas, presque en chuchotant, et quand il m'a vue, il a rapidement raccroché. Quelque chose dans son attitude m'a mise en alerte. Ce n'était pas la première fois que je le surprenais dans des conversations secrètes, mais cette fois, j'ai décidé d'investiguer. Plus tard dans la soirée, quand il est allé prendre sa douche, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, quelque chose qui m'aurait horrifié quelques mois plus tôt, j'ai fouillé dans son téléphone. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires cauchemars. Il n'y avait pas qu'une Sylvie. Il y en avait eu plusieurs. Des messages à différentes femmes, des rendez-vous arrangés, des compliments et des mots doux qui auraient dû m'être adressés. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'était les conversations avec Thomas. Des dizaines et des dizaines de messages entre mon mari et mon fils, où il parlait de moi. Et ce qu'il disait était d'une cruauté insoutenable. Philippe se plaignait que je devenais chiante avec mes maladies, que je coûtais trop cher en médicaments, que j'avais bloqué l'accès au compte et qu'il ne savait plus comment récupérer le fric. Thomas répondait qu'il fallait être patient, que j'étais vieille et malade, et que ça ne devrait plus être très long maintenant. Il parlait de ma mort. Mon mari et mon fils discutaient tranquillement, par message, de ma mort prochaine et de l'argent qu'ils pourraient récupérer quand je ne serais plus là. J'ai dû m'asseoir sur le canapé, le téléphone de Philippe tremblant dans mes mains. Je me sentais physiquement malade, comme si quelqu'un avait enfoncé un poing dans mon estomac. Ils attendaient que je meure. Ils ne me voyaient plus comme une personne, comme un être humain avec des sentiments et une vie, mais comme un obstacle entre eux et l'héritage qu'ils convoitaient. Un obstacle qu'il fallait attendre patiemment qu'il disparaisse. J'ai lu et relu ces messages, espérant avoir mal compris, espérant qu'il y avait une autre interprétation possible. Mais non, c'était clair, explicite, horrible. Dans un message, Thomas demandait à Philippe combien il pensait qu'il restait sur mes comptes, et Philippe répondait qu'il estimait environ 12 à 15 000 €, plus l'appartement qui valait facilement 300 000 € dans le marché actuel du 10e arrondissement. Ils avaient déjà tout calculé, tout planifié. Quand Philippe est sorti de la douche, je l'attendais dans le salon, son téléphone posé sur la table devant moi. Il a vu l'écran allumé et son visage est devenu pâle. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas du remords, mais de la peur d'être découvert, de la peur des conséquences. Je lui ai demandé calmement, avec une voix qui ne tremblait pas malgré la tempête qui faisait rage en moi, s'il avait quelque chose à me dire. Il a essayé de minimiser, de dire que ce n'était pas ce que je pensais, que c'était juste des plaisanteries entre hommes, que je prenais tout trop à cœur. Mais je lui ai lu les messages à haute voix, mot par mot, et à chaque phrase, je le voyais se recroqueviller un peu plus. Je lui ai alors posé la question directement, « Philippe, souhaites-tu que je meure ?» Il est resté silencieux un long moment, et dans ce silence, j'ai eu ma réponse. Il ne souhaitait peut-être pas activement ma mort, il n'allait pas me pousser dans les escaliers ou empoisonner ma nourriture, mais il l'anticipait avec une sorte d'impatience financière qui était tout aussi monstrueuse. Il voyait ma détérioration physique non pas avec tristesse ou compassion, mais avec un calcul froid de combien de temps il devrait encore attendre. J'ai réalisé à ce moment que je vivais avec un étranger, que l'homme que j'avais épousé 53 ans auparavant, si tant est qu'il ait jamais existé, était mort depuis longtemps, remplacé par cette créature égoïste et cupide qui se tenait devant moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision radicale. À 75 ans, malade, fatigué, avec des ressources limitées, j'allais divorcer. J'allais quitter cet homme qui avait gaspillé ma vie, volé mon argent, trahi ma confiance, et qui attendait maintenant que je meure pour récupérer le peu qu'il me restait.
Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec une avocate, Maître Dubois, une femme dans la quarantaine qui s'était spécialisée dans les divorces difficiles. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle a secoué la tête avec tristesse et m'a dit qu'elle voyait trop souvent ce genre de situation, des femmes âgées exploitées par leur famille, piégées par leur amour et leur dépendance émotionnelle. Le processus de divorce a été long et pénible. Philippe a contesté tout, essayant de récupérer la moitié de mes économies, arguant que nous avions été mariés sous le régime de la communauté des biens et que tout devait être partagé. Mais Maître Dubois était excellente, elle a démontré que l'argent sur mon compte venait exclusivement de mon travail et de mes économies personnelles, que Philippe avait déjà dépensé bien plus que sa part au fil des années, et surtout, elle a présenté les messages entre Philippe et Thomas comme preuve de leur intention malveillante. Le juge, une femme dans la cinquantaine qui m'a regardée avec une compassion sincère, a tranché en ma faveur. J'ai gardé mes économies, et nous avons dû vendre l'appartement pour partager la valeur. La vente de l'appartement du 10e arrondissement a été douloureuse. C'était là que j'avais élevé Thomas, là que j'avais vécu plus de 40 ans de ma vie. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains heureux, d'autres douloureux, mais tous faisaient partie de mon histoire. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre là, pas avec tous ces fantômes, pas avec le poids de toutes ces années perdues. L'appartement s'est vendu rapidement pour 320 000 €. Après avoir remboursé les quelques dettes que nous avions encore, après avoir payé les frais d'avocat et les taxes, il restait environ 300 000 € à partager. Philippe a reçu 150 000 €, et moi aussi. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo. Avec mes 150 000 € plus les 12 000 qui me restaient de mes économies, j'ai eu 162 000 €. À 76 ans, c'était l'argent avec lequel je devrais vivre le reste de ma vie, payer mes soins médicaux qui devenaient de plus en plus coûteux, et espérer avoir une fin de vie digne. J'ai acheté un petit studio dans le 13e arrondissement, un quartier que je ne connaissais pas vraiment mais qui était plus abordable. 45 mètres carrés au 2e étage avec un ascenseur, ce qui était essentiel vu mon état de santé. Le studio m'a coûté 90 000 €, ce qui me laissait 72 000 € pour vivre. Le déménagement a été étrange. Philippe est parti de son côté sans même me dire au revoir, emportant ses affaires dans un taxi. Thomas n'est pas venu m'aider. J'ai dû embaucher des déménageurs, 2 jeunes hommes gentils qui ont été surpris de voir une femme de mon âge déménager seule. L'un d'eux m'a demandé où était ma famille, et j'ai simplement répondu qu'elle était occupée. C'était plus facile que d'expliquer la vérité, plus facile que d'admettre que ma famille m'avait abandonné. Quand je me suis retrouvée dans ce petit studio avec mes quelques meubles, mes vêtements, et mes souvenirs, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de libération. J'étais seule, vraiment seule pour la première fois de ma vie, mais j'étais aussi libre. Les premiers mois dans ce nouveau studio ont été les plus difficiles de ma vie. La solitude était écrasante. Je n'avais jamais vécu seule auparavant. J'étais passée de la maison de mes parents à l'appartement conjugal avec Philippe sans transition. Je ne savais pas comment être seule, comment occuper mes journées, comment gérer le silence qui m'entourait. Il n'y avait plus personne pour qui cuisiner, plus personne à qui parler le soir, plus personne dont s'occuper. Mon identité entière avait été construite autour de mon rôle d'épouse et de mère, et maintenant que ces rôles m'avaient été arrachés, je ne savais plus qui j'étais. La dépression s'est installée lentement mais sûrement. Je passais des journées entières allongée sur mon lit, regardant le plafond, sans énergie pour faire quoi que ce soit. Mes maladies empiraient à cause du stress et de la négligence. J'oubliais de prendre mes médicaments, je ne mangeais presque plus, je perdais du poids rapidement. Madame Laurent, ma psychologue, s'inquiétait énormément. Elle a augmenté la fréquence de nos séances, passant de 1 fois par semaine à 2 fois, et elle m'a même appelé plusieurs fois entre les séances pour vérifier que j'allais bien. Elle a suggéré que je prenne des antidépresseurs, mais j'ai refusé au début, ayant déjà assez de médicaments à gérer. Un jour, environ 4 mois après mon emménagement dans le studio, j'ai reçu un appel de Thomas. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis presque 8 mois. Mon cœur s'est mis à battre la chamade quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Une partie de moi espérait qu'il appelait pour s'excuser, pour me dire qu'il réalisait ses erreurs, pour me demander comment j'allais. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Il appelait parce qu'il avait besoin d'argent. Encore. Toujours. Il m'a expliqué qu'il avait perdu son travail, qu'il avait des dettes importantes,
qu'il risquait de perdre son appartement, et qu'il avait besoin de 5 000 € pour se remettre à flot. J'ai écouté son histoire en silence, et quand il a terminé, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la pitié, pas de la culpabilité, pas même de la colère. J'ai ressenti du détachement, une sorte de distance émotionnelle que je n'avais jamais connue auparavant. Cet homme au téléphone était techniquement mon fils, nous partagions le même sang, mais il était devenu un étranger pour moi. Un étranger qui ne m'appelait que quand il voulait quelque chose, qui n'avait pas pris de mes nouvelles pendant des mois, qui avait discuté de ma mort avec son père comme si j'étais déjà dans la tombe. J'ai dit non, calmement, fermement. Thomas a été choqué, puis il est devenu agressif. Il m'a accusé d'être égoïste, d'être une mauvaise mère, de l'abandonner dans un moment difficile. Il a dit des choses horribles, des choses que je ne répéterai pas, des choses conçues pour me blesser et me faire céder comme j'avais toujours cédé. Mais cette fois, j'ai tenu bon. Je lui ai dit que je ne pouvais plus l'aider financièrement, que j'avais mes propres problèmes de santé à gérer, que je devais préserver ce qui me restait pour mes soins médicaux. Il a hurlé que j'étais une vieille égoïste, qu'il espérait que je finisse seule et abandonnée, que je méritais tout ce qui m'arrivait. Et puis il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment, les mains tremblantes, les larmes coulant sur mes joues. C'était fini. La relation avec mon fils, cette relation pour laquelle j'avais tout sacrifié, était définitivement brisée. Et le plus terrible, c'est que je ressentais presque du soulagement. Comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Cette conversation avec Thomas a été un tournant. J'ai réalisé que continuer à me laisser consumer par la tristesse et la dépression était exactement ce qu'il voulait. Philippe et Thomas avaient parié sur ma mort, ils attendaient que je m'effondre sous le poids de la solitude et de la maladie. Eh bien, je n'allais pas leur donner cette satisfaction. À 76 ans, j'allais me battre. J'allais survivre. J'allais même essayer de vivre, vraiment vivre, pour la première fois de ma vie. J'ai accepté de prendre les antidépresseurs que Madame Laurent me recommandait depuis des mois. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à sentir une différence. Le brouillard qui enveloppait mon esprit s'est lentement levé, et j'ai pu commencer à voir un chemin vers l'avant. J'ai commencé à explorer mon nouveau quartier. Le 13e arrondissement était très différent du 10e. Plus moderne, plus multiculturel, avec de grands immeubles et de larges avenues. Il y avait un marché près de chez moi, place d'Italie, où je pouvais acheter des fruits et légumes frais. J'ai pris l'habitude d'y aller tous les jeudis matins, même quand c'était difficile de marcher. J'ai découvert une petite bibliothèque municipale où je pouvais emprunter des livres gratuitement. Je n'avais jamais beaucoup lu auparavant, toujours trop occupée avec le travail et la famille, mais maintenant j'avais du temps. J'ai commencé par des romans légers, puis je me suis aventurée vers des biographies de femmes inspirantes qui avaient surmonté l'adversité. Lire leurs histoires me donnait de l'espoir, me montrait que même dans les circonstances les plus difficiles, la résilience humaine pouvait triompher. J'ai également découvert un centre communautaire qui offrait des activités pour les personnes âgées. Il y avait des cours de gymnastique douce adaptés aux personnes avec des problèmes de santé, des ateliers de peinture, des groupes de discussion. Au début, j'étais réticente à y aller. J'avais honte de ma situation, honte d'admettre que j'étais seule, que ma famille m'avait abandonnée. Mais Madame Laurent m'a encouragée, me disant que l'isolement social était aussi dangereux pour ma santé que mes maladies physiques, peut-être même plus. Alors un mardi après-midi, j'ai rassemblé mon courage et je suis allée à un groupe de discussion pour femmes âgées qui s'appelait « Vivre pleinement après 70 ans ». Ce groupe a changé ma vie. Il y avait 7 autres femmes, toutes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine, et chacune avait sa propre histoire de perte, de trahison, de résilience. Il y avait Françoise, dont le mari l'avait quittée après 40 ans de mariage pour une femme plus jeune. Il y avait Nicole, dont les enfants l'avaient placée dans une maison de retraite médiocre pour pouvoir vendre sa maison et se partager l'argent. Il y avait Bernadette, qui avait survécu à un cancer du sein et dont la famille l'avait abandonnée pendant son traitement. Chacune de ces femmes avait sa propre douleur, mais elles avaient toutes trouvé un chemin vers la guérison et la reconstruction. Pour la première fois, je ne me sentais pas seule dans ma souffrance. Je réalisais que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas unique. Des milliers, peut-être des millions de femmes de ma génération avaient vécu des expériences similaires, exploitées par leur famille, trahies par ceux qu'elles aimaient, forcées de se reconstruire tard dans la vie.
Ces femmes sont devenues mes amies, ma nouvelle famille choisie. Nous nous rencontrions chaque semaine au centre communautaire, et parfois nous sortions ensemble, allant prendre un café dans les brasseries du quartier, visitant les musées gratuits de Paris, nous promenant dans les parcs quand le temps le permettait. Avec leur soutien, j'ai commencé à reconstruire ma vie pièce par pièce. J'ai établi une routine stricte pour gérer mes médicaments et mes rendez-vous médicaux, ne manquant plus jamais une dose ou une consultation. Mon état de santé s'est stabilisé, et même si je n'allais jamais retrouver la santé de mes jeunes années, j'ai appris à vivre avec mes limitations. J'ai commencé à m'inscrire à des cours au centre communautaire, d'abord la gymnastique douce qui m'aidait avec ma mobilité et ma circulation, puis un atelier d'écriture où j'ai commencé à coucher mon histoire sur papier. Écrire était thérapeutique, cela me permettait de traiter tout ce qui m'était arrivé, de donner un sens à ma douleur. Les mois sont passés, puis une année, puis deux. Je continuais mes séances avec Madame Laurent, mais moins fréquemment maintenant, une fois par mois au lieu de chaque semaine. Je gérais mes finances avec soin, vivant modestement mais confortablement avec ma retraite et mes économies. J'avais calculé que si je vivais jusqu'à 90 ans, ce qui était optimiste vu mon état de santé, et si je dépensais environ 1 500 € par mois entre le loyer, les charges, la nourriture, les médicaments et les petits plaisirs, je pourrais tenir jusqu'au bout sans problème. C'était rassurant d'avoir cette sécurité financière, cette indépendance que j'avais gagnée si difficilement. Je n'ai eu aucune nouvelle de Philippe ou de Thomas pendant ces 2 années. Je ne savais pas où Philippe vivait, ce qu'il faisait de sa vie, s'il avait trouvé quelqu'un d'autre à exploiter. Je ne savais pas si Thomas avait résolu ses problèmes financiers, s'il avait trouvé un travail stable, s'il avait une famille. Et la vérité, c'est que je ne voulais pas savoir. J'avais fermé ce chapitre de ma vie, aussi douloureux que cela avait été, et je regardais maintenant vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Madame Laurent m'avait expliqué que c'était normal et sain de couper les ponts avec des personnes toxiques, même si ce sont des membres de la famille. Elle m'avait dit que le sang ne crée pas automatiquement des obligations, que nous avons le droit de nous protéger des personnes qui nous font du mal, quelle que soit leur relation avec nous. Mais la vie, comme je l'ai appris, a une façon de vous ramener ce que vous essayez de fuir. Un jour, alors que j'avais 78 ans, j'ai reçu un appel d'un hôpital de la banlieue parisienne. Philippe avait eu une crise cardiaque massive et était aux soins intensifs. L'hôpital m'appelait parce que j'étais toujours listée comme sa personne à contacter en cas d'urgence, même si nous étions divorcés depuis 3 ans. Ils m'ont demandé si je pouvais venir, si je pouvais prendre des décisions médicales si nécessaire. J'ai dit que j'allais y réfléchir et que je les rappellerais. J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon petit studio, regardant par la fenêtre les toits de Paris, me demandant ce que je devais faire. Une partie de moi, la vieille Marguerite, celle qui avait passé 53 ans à prendre soin de cet homme, voulait se précipiter à l'hôpital. C'était un réflexe profondément ancré, cette compulsion de prendre soin des autres même quand ils ne le méritaient pas. Mais la nouvelle Marguerite, celle qui avait appris douloureusement à s'aimer et à se protéger, hésitait. Pourquoi devrais-je abandonner ma paix durement gagnée pour quelqu'un qui m'avait trahi, qui avait volé mon argent, qui avait souhaité ma mort ? Je n'avais aucune obligation légale envers lui maintenant que nous étions divorcés. Je n'avais certainement aucune obligation morale envers un homme qui n'avait montré aucune moralité envers moi. J'ai appelé Madame Laurent pour lui demander conseil. Elle m'a écouté patiemment, puis elle m'a dit quelque chose de sage. « Marguerite, la question n'est pas ce que Philippe mérite. La question est ce qui est bon pour vous. Pouvez-vous vivre avec vous-même si vous ne faites rien ? Ou serez-vous hanté par la culpabilité ? Mais aussi, pouvez-vous vous permettre émotionnellement et physiquement de retomber dans ce schéma de prendre soin de quelqu'un qui ne vous donne rien en retour ? J'ai réfléchi à ces paroles pendant toute la nuit, incapable de dormir, pesant mes options. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je suis allée à l'hôpital, non pas pour Philippe, mais pour moi. Je devais le voir une dernière fois, clore définitivement ce chapitre, partir sans regret ni culpabilité. Le trajet en métro jusqu'à l'hôpital en banlieue a pris presque 1 heure, et j'étais épuisée quand je suis arrivée. J'ai trouvé l'unité de soins intensifs et j'ai demandé à voir Philippe Moreau. L'infirmière m'a regardée avec compassion et m'a conduite à son lit. Ce que j'ai vu m'a choquée. Philippe, qui avait toujours été un homme robuste, était maintenant une coquille fragile.
Il avait perdu énormément de poids, son visage était d'une pâleur cadavérique, et il était connecté à une multitude de machines qui bip bip bipaient régulièrement. Il était conscient, mais à peine. Quand il m'a vu, ses yeux se sont ouverts un peu plus grands, et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du soulagement passer sur son visage. Il a essayé de parler, mais les tubes dans sa gorge le rendaient impossible. J'ai tiré une chaise et je me suis assise à côté de son lit, pas trop près, maintenant une distance physique qui reflétait notre distance émotionnelle. Le médecin est venu me parler peu après. Il m'a expliqué que Philippe avait eu une crise cardiaque sévère, que son cœur était gravement endommagé, et que les prochaines 48 heures seraient critiques. Il avait environ 50% de chances de survie, et même s'il survivait, sa qualité de vie serait considérablement diminuée. Il aurait besoin de soins constants, de réhabilitation, peut-être d'assistance pour les activités quotidiennes de base. Le médecin m'a demandé si je serais capable de m'occuper de lui s'il survivait. Cette question m'a frappée comme une gifle. Après tout ce qui s'était passé, après toute la trahison et la douleur, on me demandait si j'étais prête à sacrifier à nouveau ma vie, ma santé, ma paix pour cet homme. J'ai regardé le médecin droit dans les yeux et j'ai dit « non. Je ne peux pas et je ne veux pas m'occuper de lui. Nous sommes divorcés, et il a un fils adulte qui devrait prendre cette responsabilité. » Le médecin a hoché la tête compréhensivement et a noté quelque chose dans son dossier. Il m'a dit qu'ils essaieraient de contacter Thomas. Je suis restée avec Philippe pendant environ 1 heure, pas pour lui, mais pour fermer ce chapitre définitivement. Je lui ai parlé, même s'il ne pouvait pas répondre. Je lui ai dit tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Je lui ai dit combien il m'avait blessée, combien j'avais souffert de ses trahisons, combien j'avais été stupide de croire pendant si longtemps qu'il m'aimait. Je lui ai dit aussi que je lui pardonnais, non pas pour lui, mais pour moi, pour me libérer du poison de la rancœur qui m'empoisonnait. Pardonner ne signifiait pas oublier, ne signifiait pas que ce qu'il avait fait était acceptable, mais cela signifiait que je refusais de porter ce poids plus longtemps. Avant de partir, je me suis penchée vers lui et j'ai murmuré « Philippe, tu as gaspillé ma vie, mais tu ne gaspilleras pas ma mort. Je vivrai les années qui me restent pour moi, pas pour toi, pas pour personne d'autre. Je serai heureuse malgré tout ce que tu m'as fait. » J'ai vu une larme couler de son œil, et je ne sais pas si c'était du regret, de la peur, ou simplement une réaction physique. Et honnêtement, je m'en fichais. Je suis partie de cet hôpital avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'étais libre. Vraiment libre. Pensez à liker cette vidéo si vous êtes touché par cette histoire de résilience. Philippe a survécu à sa crise cardiaque, j'ai appris cela quelques semaines plus tard par un assistant social qui m'a contacté. Thomas avait finalement été joint et avait accepté de prendre en charge son père, mais seulement après que les services sociaux l'ont informé qu'il était son obligation légale en tant que fils unique. J'imagine que Thomas n'était pas ravi de cette responsabilité, lui qui avait toujours été tellement occupé, tellement égoïste. Mais la vie a une façon de nous faire récolter ce que nous semons, et peut-être que c'était la justice cosmique en action. Philippe devrait maintenant dépendre de Thomas comme Thomas avait dépendu de nous pendant tant d'années, et je me demandais combien de temps leur relation survivrait à ce renversement des rôles. Ma vie a continué, tranquille mais satisfaisante. J'ai célébré mon 79e anniversaire avec mes amis du centre communautaire, un petit goûter avec un gâteau que Nicole avait fait elle-même. C'était simple, modeste, mais c'était rempli d'affection sincère, quelque chose que je n'avais pas connu pendant la majeure partie de ma vie. Ces femmes me connaissaient vraiment, elles connaissaient mes défauts, mes peurs, mes blessures, et elles m'acceptaient entièrement. Elles ne voulaient rien de moi à part mon amitié, ma présence. C'était révolutionnaire pour moi, cette idée que je pouvais être appréciée simplement pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. J'ai continué à écrire mon histoire, couchant sur papier toutes les leçons que j'avais apprises. J'ai parlé de la dépendance émotionnelle, de comment elle se développe insidieusement, souvent enracinée dans notre enfance et les modèles que nous observons. J'ai parlé de l'importance de l'amour-propre, de comment nous devons remplir notre propre coupe avant de pouvoir verser dans celle des autres. J'ai parlé de la toxicité familiale, de comment nous avons été conditionnés à croire que le sang est plus épais que l'eau, mais ce que la véritable citation est en fait « le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre », signifiant que les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux dans lesquels nous sommes nés. J'ai parlé de l'argent,
de comment il révèle le vrai caractère des gens, de comment il peut corrompre même les relations les plus sacrées si nous ne sommes pas vigilants. J'ai également écrit sur les maladies, sur comment mon corps avait porté le poids de mes traumatismes émotionnels. Madame Laurent m'avait expliqué le concept de maladie psychosomatique, comment le stress chronique et la détresse émotionnelle peuvent littéralement nous rendre malades. Mon insuffisance cardiaque n'était pas juste le résultat du vieillissement, c'était aussi le résultat de 53 ans de stress constant, d'anxiété financière, de trahison émotionnelle. Mon diabète avait été aggravé par des années de négligence de moi-même, de sauts de repas pour économiser de l'argent que je donnais ensuite à Philippe et Thomas, de nuits blanches passées à m'inquiéter de comment je paierais les factures. Mon corps gardait le score, même quand mon esprit essayait d'oublier. Mais j'ai aussi écrit sur la guérison, sur comment même à 79 ans, avec un corps brisé et un cœur blessé, j'avais trouvé un chemin vers la paix. J'ai écrit sur la force que j'avais découverte en moi, une force dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. J'ai écrit sur la joie des petites choses, comment un café partagé avec une amie, un livre captivant, un rayon de soleil sur mon visage pouvait maintenant me remplir de bonheur d'une manière que les grands gestes et les sacrifices ne l'avaient jamais fait. J'ai écrit pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire, pour leur montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se sauver soi-même. Un jour, alors que j'avais maintenant 80 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui pendant que je vous raconte cette histoire, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une voix que je ne reconnaissais pas au début, une voix d'homme jeune et incertain. Il s'est présenté comme Antoine, le fils de Thomas. Mon petit-fils. Un petit-fils dont je ne savais même pas l'existence. Il avait 23 ans, et il m'expliquait qu'il avait récemment découvert mon existence en fouillant dans les affaires de son père. Thomas ne lui avait jamais parlé de moi, lui disant simplement que sa grand-mère paternelle était morte il y a longtemps. Mais Antoine avait trouvé de vieilles photos, des documents, et avait commencé à poser des questions. Quand Thomas avait finalement admis que j'étais vivante, Antoine avait insisté pour avoir mon contact. Écouter la voix de ce jeune homme, savoir que j'avais un petit-fils qui avait grandi sans me connaître, a réveillé une douleur que je croyais avoir dépassée. Thomas m'avait volé tellement de choses, mon argent, ma confiance, mes années, et maintenant je découvrais qu'il m'avait également volé la possibilité de connaître mon petit-fils. Antoine voulait me rencontrer, et après beaucoup d'hésitations et de discussions avec Madame Laurent et mes amis, j'ai accepté. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café près de chez moi, un dimanche après-midi ensoleillé de mai. Quand je l'ai vu entrer dans le café, mon cœur a bondi. Il ressemblait tellement à Thomas au même âge, les mêmes yeux, la même stature. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une douceur, une ouverture que Thomas n'avait jamais eue. Antoine s'est assis en face de moi, et nous nous sommes regardés pendant un long moment, deux étrangers liés par le sang mais séparés par des années de mensonges et de silence. Il a commencé à parler, me racontant sa vie, son enfance difficile avec Thomas qui était souvent absent, toujours en quête du prochain coup d'argent facile, jamais vraiment présent émotionnellement. La mère d'Antoine, une femme nommée Sandrine que Thomas n'avait jamais épousée, avait élevé Antoine principalement seul. Antoine m'a dit qu'il avait toujours senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie, une connexion familiale, des racines. Quand il avait découvert que j'existais, il avait été furieux contre son père pour lui avoir menti pendant toutes ces années. Il voulait me connaître, comprendre d'où il venait, entendre mon histoire. Alors je la lui ai racontée, toute, sans rien omettre. Je lui ai parlé de Philippe, de Thomas, de la trahison, de l'argent, des maladies, de la reconstruction. Je voulais qu'il comprenne que parfois, couper les ponts avec la famille toxique n'est pas un acte de cruauté, mais de survie. Je voulais qu'il comprenne que l'amour véritable ne se prouve pas par des sacrifices aveugles, mais par le respect mutuel et le soutien sincère. Antoine m'a écouté avec une attention profonde, et quand j'ai terminé, il avait les larmes aux yeux. Il m'a pris les mains, ses vieilles mains ridées et tremblantes, et il m'a dit, « Grand-mère, je suis tellement désolé pour tout ce que tu as enduré. Je suis désolé que mon père soit la personne qu'il est. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas comme lui. Je veux te connaître, pas pour ce que tu peux me donner, mais simplement parce que tu es ma grand-mère et que tu mérites d'être aimée. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi, un mur de protection que j'avais construit autour de mon cœur. J'ai pleuré, des larmes de soulagement, de joie, de douleur mélangées. Peut-être que tout n'était pas perdu.
peut-être qu'il y avait encore de la bonté dans cette lignée familiale empoisonnée. Depuis ce jour, Antoine et moi avons développé une relation prudente mais sincère. Il vient me voir une fois par mois, parfois plus souvent. Il m'apporte des fleurs, des livres qu'il pense que j'aimerais, et surtout, il m'apporte sa présence, son attention. Il me parle de ses études en architecture, de ses rêves de construire des logements sociaux abordables pour aider les gens comme moi qui luttent financièrement. Il me parle de sa petite amie, Clara, une jeune femme charmante qu'il m'a présentée et qui me traite avec un respect et une affection qui me font chaud au cœur. Avec Antoine, je découvre enfin ce que c'est que d'avoir une relation familiale saine, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Antoine m'a également donné des nouvelles de Thomas et Philippe, même si je ne les demandais pas vraiment. Thomas continue à lutter financièrement, passant d'un travail à l'autre, accumulant des dettes. Il s'occupe de Philippe par obligation légale, mais leur relation est tendue et pleine de ressentiment. Philippe, maintenant âgé de 82 ans et gravement diminué par sa crise cardiaque, passe ses journées devant la télévision dans le petit appartement que Thomas a dû louer pour eux deux, une ombre de l'homme qu'il était autrefois. Antoine dit que son père se plaint constamment de cette situation, du fardeau que représente Philippe, de l'injustice de devoir prendre soin de son propre père. L'ironie n'échappe pas à Antoine, ni à moi. Je ne ressens pas de satisfaction à entendre cela, contrairement à ce que je pourrais avoir imaginé des années auparavant. Je ne ressens que de la tristesse pour ces deux hommes qui ont gaspillé leur vie dans l'égoïsme et la cupidité, qui se retrouvent maintenant piégés ensemble dans une relation aussi toxique que celle qu'ils avaient avec moi. Mais je ressens aussi de la gratitude pour avoir échappé à ce destin, pour avoir eu le courage de partir même quand c'était terrifiant, même quand je ne savais pas comment je survivrais. Si j'étais restée, ce serait moi qui prendrais soin de Philippe maintenant, épuisant mes dernières forces et mes derniers sous pour un homme qui ne m'a jamais vraiment aimé. Mes 80 ans ont été marqués par une célébration spéciale. Antoine a insisté pour organiser une fête dans mon petit studio, et il a invité mes amis du centre communautaire, ma psychologue Madame Laurent qui était devenue plus qu'une thérapeute mais une véritable amie, et Clara, sa petite amie. Nous étions 9 personnes entassées dans mon petit studio de 45 mètres carrés, riant, mangeant, parlant. Antoine avait fait faire un gâteau magnifique avec « Joyeux 80e anniversaire », grand-mère Marguerite écrit en glaçage rose. Quand ils ont chanté pour moi, quand j'ai soufflé mes bougies entourées de ces personnes qui m'aimaient vraiment, qui ne voulaient rien de moi à part mon bonheur, j'ai réalisé que j'avais finalement trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Une famille. Pas la famille de sang qui m'avait trahi et abandonné, mais une famille choisie, une famille du cœur. En soufflant mes bougies, j'ai fait un vœu. Non pas pour plus d'années, car je sais que mon corps fatigué ne tiendra peut-être pas encore très longtemps avec toutes mes maladies. Mon vœu était pour la paix, pour continuer à vivre le temps qui me reste avec dignité et joie, pour partager mon histoire avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin, pour laisser un héritage d'amour-propre et de résilience à Antoine et aux générations futures. Mon vœu était aussi pour toutes les femmes qui sont actuellement dans la situation où j'étais il y a 5 ans, piégées dans des relations toxiques, exploitées par leur famille, convaincues qu'elles ne valent rien sans ces personnes qui les détruisent lentement. Je leur souhaite de trouver la force que j'ai trouvée, de réaliser leur valeur avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, à 80 ans, ma santé est fragile mais stable. Je prends mes médicaments religieusement, je vais à tous mes rendez-vous médicaux, je fais attention à ce que je mange et à comment je bouge. Je vis modestement avec ma retraite et ce qui reste de mes économies, environ 40 000 €. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Et la prochaine partie sortira très bientôt. Ceci est la première partie de cette histoire bouleversante que cette dame a vécue. À très bientôt pour la suite.